Le 12 décembre 1937, le canonnière de la marine américaine USS Panay naviguait sur le fleuve Yangtze. Le Panay était un navire à fond plat construit à Shanghai spécifiquement pour opérer sur le grand fleuve qui, avec plus de 3000 miles de long, est le plus long d'Asie et s'étend profondément en Chine. La Grande-Bretagne et les États-Unis avaient fortement investi en Chine pendant de nombreuses années, exploitant ses ressources, y compris sa plus grande ressource de tous, ses travailleurs acharnés et employés à bas prix. En effet, de nombreuses villes en Chine, comme la capitale Nankin, avaient des quartiers étrangers construits sur le même modèle que les banlieues de Washington ou de Londres. Le Panay était l'un des nombreux navires employés par les puissances occidentales opérant en Asie pour protéger leurs intérêts dans la région de plus en plus déstabilisée. Néanmoins, la Chine, un pays non unifié, subissait une longue lutte de pouvoir idéologique. Le Panay a depuis 1927 été l'objet de combats entre le gouvernement et le Parti communiste de Chine. Le Japon occupait également des parties du pays, mais cherchait à exploiter la guerre civile pour gagner encore plus de territoire en Mandchourie, une partie du sud-est de la Chine. Et donc, en 1931, le Japon a orchestré une attaque terroriste contre une ligne de chemin de fer japonaise. Cela a ensuite été utilisé comme précurseur d'une invasion qui a vu la Chine céder la Mandchourie au Japon, mais les escarmouches ont continué jusqu'à l'été 1937 et, lorsque le Japon a finalement lancé une invasion à grande échelle, des actes de brutalité presque médiévaux ont été perpétrés contre le peuple chinois par les Japonais, avec le pillage, le viol et le meurtre de masse non seulement courant, mais en fait encouragé par la direction japonaise. Dans un incident choquant, 2 officiers japonais ont organisé un concours pour voir qui pouvait décapiter 100 personnes avec un sabre samouraï le plus rapidement, l'incident étant bien médiatisé au Japon. C'est ce qu'on appelle le viol de Nankin. Avec tout cela se passant en Chine, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont envoyé leurs marines sur le Yangtze pour protéger leur peuple et leurs biens respectifs, mais ils ont reçu l'ordre de rester une force neutre dans les combats terrestres. En décembre 1937, les Japonais s'approchaient de Nankin même, où vivaient et travaillaient un grand nombre d'Américains. Et donc, l'USS Panay a reçu l'ordre de commencer à les évacuer le 11 décembre. Le ciel bourdonnait d'avions de guerre japonais, et donc les Américains ont orné le navire de grands drapeaux américains pour les distinguer des navires chinois. Tôt le lendemain matin, le canonnière britannique HMS Lady Bird a été bombardé par les forces japonaises à terre, mais a réussi à échapper à des dommages sérieux. Plus tard, l'USS Panay a attiré l'attention indésirable de 12 avions japonais, puis plus tard d'un canonnière japonais. Malgré les grands drapeaux américains, les avions japonais ont attaqué les canonnières américaines et 3 pétroliers à proximité avec des bombes et des tirs de mitrailleuses. Plus de 50 civils et membres d'équipage à bord ont été blessés, puis secourus par le HMS Lady Bird et le HMS B alors que le Panay coulait, tandis que 3 Américains, Charles L. Ansminger, Carl H. Carlson et Edgar C. Olsebus ont été tués dans l'attaque, aux côtés d'un reporter italien. Ils seraient les premiers Américains à mourir au combat entre les forces de l'Empire japonais et des États-Unis d'Amérique, presque exactement 4 ans avant l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. Dans la deuxième partie de notre émission spéciale en 2 parties, sur la Seconde Guerre mondiale, nous allons examiner comment l'entrée des États-Unis dans la guerre a changé son cours à jamais et comment les Alliés ont finalement renversé la vapeur sur les puissances de lâches. L'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par Histoire Hit, une ressource inestimable pour quiconque souhaite en savoir plus sur le passé. Profitez de centaines d'heures de documentaires historiques originaux dirigés par des experts sur les événements qui ont façonné notre monde, que vous pouvez regarder n'importe où, n'importe quand, sur n'importe lequel de vos appareils. Le mieux de tout, vous obtenez 2 nouveaux programmes exclusifs et 19 nouveaux épisodes de podcast chaque semaine, ce qui inclut le podcast d'histoire le plus populaire au monde, Histoire Hit de Dan Snow. Vous pourrez toujours trouver quelque chose d'intéressant à regarder et à apprendre sur les conflits qui ont changé le cours de l'histoire. Tous les documentaires, podcasts et articles vous sont directement proposés par des historiens experts comme Dan Snow, professeur, Suzanne Liscombe, Daniel Jones et plus encore. Vous savez donc que vous avez un véritable aperçu du passé. Nous avons récemment découvert Warbirds de la Seconde Guerre mondiale, où Matt McLaughlin a eu l'occasion de voir de près certains des avions qui ont survécu à la Seconde Guerre mondiale. Nous suivons son parcours guidé par Chris Hendricks, historien du musée de la RAF, pour examiner certains les avions les plus marquants jamais envolés. Nous savons tous que des avions ont été utilisés pendant la guerre,
Mais nous ne réalisons pas à quel point ces machines ont changé le cours de l'histoire. Ces avions étaient à la pointe de la technologie, et il est fascinant de comprendre à quel point il était important de prendre l'air. Ce mois-ci, Histoire Hit propose une offre très spéciale. Utilisez le code Black Friday en majuscule pour obtenir 50% de réduction sur vos 6 premiers mois. Cliquez sur le lien ci-dessous et allez en savoir plus. Merci encore à Histoire Hit pour avoir sponsorisé cet épisode. Bienvenue dans les guerres des mondes. Zawalendo de Vista. La route du Japon vers la guerre avec les Alliés peut être enracinée dans 2 grandes catégories, la montée du nationalisme japonais et le ressentiment croissant de l'impérialisme européen en Asie. La Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Russie et les Pays-Bas avaient tous saisi des terres en Asie à mesure que leurs empires grandissaient, ou forcé des pays comme la Chine à se soumettre à eux, soit par des moyens économiques, soit sur le terrain. La route du Japon vers la guerre avec les Alliés peut être enracinée dans 2 grandes catégories, souvent par la force. La déclaration d'indépendance américaine a également vu l'Amérique étendre son influence et son territoire en Asie et dans le Pacifique. À l'aube du XXe siècle, le Japon était en pleine ascension en tant que puissance économique et militaire et soutenait la Grande-Bretagne et la France pendant la Première Guerre mondiale, envoyant des troupes pour aider à expulser les Allemands de leurs possessions en Chine. Les Japonais ont également mené une série de conflits avec la Russie impériale et par la suite l'Union soviétique, qui l'a supplantée suite à la guerre d'octobre 1917. La guerre d'octobre 1917. Les Japonais ont mené des conflits contre la Russie impériale, notamment en mer, surprenant l'Occident en remportant une victoire décisive contre une flotte russe lors de la bataille de Tsushima en 1905. Cependant, le Japon souffrait d'un manque de ressources stratégiques, en particulier de métaux, et devait compter sur les importations. La montée du nationalisme japonais post-Première Guerre mondiale a mené les Japonais à se voir comme les gardiens de l'Asie. Les Japonais ont également mené une série de conflits contre l'impérialisme européen ou américain. Mais bien que cela puisse paraître quelque peu noble, la vérité était tout sauf cela. Le fait est que l'intention ultime du Japon n'était pas de libérer l'Asie des puissances occidentales, mais plutôt de les remplacer en tant que puissance impériale dominante. Mais ils savaient que le moment de frapper n'était pas encore venu. Et ils ont donc commencé un vaste programme de réarmement qui inclurait une grande marine équipée de porte-avions, dont le fonctionnement était fortement influencé par des ingénieurs britanniques embauchés à Londres. Pour alimenter de tels programmes ambitieux, les Japonais avaient besoin de ressources du continent asiatique lui-même et ont commencé à se tourner vers la Chine et la Corée pour la réponse. Le Japon avait effectivement obtenu le contrôle de la Corée en 1910 grâce à un traité controversé, et avait commencé à assimiler son peuple à leur culture peu de temps après. Quant à la Chine, malgré sa vaste taille et son nombre de personnes comparé au Japon, elle était amèrement divisée alors que la guerre civile chinoise faisait rage tout au long du XIXe siècle. Dans les années 1930 seuls, les Japonais contrôlaient le pays face au Kuomintang nationaliste et au Parti communiste de Chine. Comme les puissances impériales occidentales, le Japon avait investi de l'argent, des personnes et des ressources en Chine afin de gagner un point d'appui économique en Mandchourie, mais cela ne suffisait pas à satisfaire la direction militaire japonaise. Par conséquent, le 18 septembre 1931, un officier de l'armée japonaise a déclenché un explosif près d'une ligne de chemin de fer utilisée par les Japonais vivant dans le pays. L'explosion était si faible que les Japonais n'ont pas pu la contrôler. L'explosion, trop faible pour être contrôlée par les Japonais, a laissé la ligne de chemin de fer presque intacte. Les Japonais ont attribué cet acte à des dissidents chinois anti-japonais, justifiant ainsi leur invasion de la Mandchourie. Préoccupée par la guerre civile et les vestiges du seigneur de guerre, la Chine s'est tournée vers la Société des Nations pour obtenir de l'aide, qui a révélé la tromperie japonaise concernant le bombardement, et a exigé que le Japon retire ses troupes. Le Japon a quitté la Société des Nations occupant la Mandchourie tout le XIXe siècle. Les Japonais n'ont pas réussi à contrôler la Mandchourie. Les Japonais n'ont pas réussi à contrôler la Mandchourie tout au long des années 1930.
La Mandchourie ne serait pas rendue aux Chinois jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi les historiens chinois ont soutenu que la guerre a commencé en 1931 et non en 1939. L'ampleur du nationalisme japonais s'est réalisée à la forteresse de Jongma, où, à partir de 1936, un médecin japonais nommé Shiro Ishii a commencé une série d'expériences médicales atroces sur des êtres humains pour développer des armes biologiques et chimiques pour l'armée japonaise. Il avait été dans l'armée pendant plus d'une décennie et avait été inspiré par des recherches menées en Europe, et avait convaincu l'empereur japonais de sanctionner les recherches propres au Japon, qu'il croyait permettre au Japon de tuer rapidement un grand nombre de forces ennemies, ce dont les Japonais avaient désespérément besoin s'ils avaient des plans pour affronter la Chine ou l'Union soviétique numériquement supérieure. Lors de l'attaque de la forteresse par la résistance un an après, il a transféré son opération à Pingfan, où l'infâme unité 731 a été créée. Des milliers de civils chinois et plus tard des prisonniers de guerre alliés ont été utilisés dans ces expériences médicales cauchemardesques pour aider à développer des armes biologiques et chimiques, ainsi que pour effectuer des chirurgies expérimentales sous Vincent's anesthésie par peur de corrompre les données. L'unité 731 a également testé ces armes biologiques contre les populations chinoises. Des hommes, des femmes, des enfants, des animaux et même des nouveau-nés ont tous été utilisés par l'équipe de Shiro Ishii pour mener leurs recherches. Tout au long des années 1930, les troupes japonaises en Mandchourie ont mené une série d'escarmouches isolées avec les troupes chinoises, culminant avec l'éclatement d'une guerre à grande échelle le 7 juillet 1937. Après des années de lutte l'un contre l'autre, les deux camps de la guerre civile chinoise, le Kuomintang et les communistes, ont appelé à un cessez-le-feu et se sont unis contre les Japonais qui ont pris la capitale du Kuomintang, Nankin, en décembre 1937. La brutalité des forces japonaises contre les Chinois, couplée à la navire américain USS Panay et les délégués américains à Nankin, a fermement tourné les États-Unis contre le Japon. Mais le président américain Franklin Roosevelt pensait que les États-Unis étaient plus susceptibles de s'impliquer dans une guerre en Europe qu'en Extrême-Orient. Ainsi, bien qu'il ait autorisé des paiements en espèces aux Chinois pour financer leur effort de guerre contre les Japonais, et a même permis aux pilotes américains de combattre pour l'armée de l'air chinoise dans le cadre des célèbres unités des Tigres volants, il laisse rester plus concentré sur la préparation à affronter Hitler. Les forces militaires des États-Unis et du Japon ont continué leur expansion en Chine et en Asie du Sud-Est, mais sous la pression constante de ses commandants militaires, Roosevelt a autorisé des restrictions de plus en plus sévères sur le commerce avec le Japon, dans le but de les punir pour leurs actions en Chine, à partir de 1938. Les Japonais eux-mêmes considéraient également la guerre avec l'Amérique comme peu probable à cette époque et étaient plus préoccupés par un autre conflit éclatant avec l'Union soviétique au nord de leur conquête mandchoue. Mais l'Américain, les embargos ont fait mal et ont causé l'alarme parmi les dirigeants japonais. Néanmoins, en septembre 1940, une semaine avant que le Japon ne rejoigne le pacte tripartite avec l'Allemagne et l'Italie, les troupes japonaises sont entrées en Indochine française, aujourd'hui le Vietnam, exacerbant ce que les États-Unis et le Royaume-Uni percevaient comme une crise croissante en Asie. Au début, les Japonais n'utilisaient l'Indochine que comme base pour les troupes en cas de guerre avec l'Union soviétique. Mais lorsque Hitler a envahi l'Union soviétique en 1941, le Japon a occupé le reste du pays et continuera à le faire jusqu'en 1945. Après l'entrée des troupes japonaises en Indochine française, les États-Unis ont imposé leurs sanctions les plus sévères à ce jour sur le Japon, en embargoant les exportations de ferraille vitale et en interdisant aux navires japonais d'utiliser le canal de Panama. Les tensions entre les deux parties ont drastiquement augmenté en 1941, menant à des négociations pour une solution pacifique. Cependant, l'armée japonaise, surtout la marine, voyait la guerre avec les États-Unis comme inévitable. Les Japonais avaient, à ce moment-là, des plans pour envahir les possessions britanniques, néerlandaises et françaises plus profondément, en Asie du Sud-Est, dans le cadre de leur plan, sous le concept de la grande sphère de coprospérité de l'Asie de l'Est, mais cette expansion les rendrait vulnérables à une attaque des États-Unis basée aux Philippines s'ils décidaient d'intervenir. Ils ont donc commencé à élaborer des plans pour une attaque décisive sur la marine américaine dans le but de la détruire avant qu'elle ne puisse se mobiliser. En 1935, les États-Unis ont dû se retirer de la marine américaine. En 1940, les Japonais ont élaboré des plans d'attaque pour Hawaï et les Philippines.
En avril 1941, les Japonais ont commencé à s'entraîner pour une attaque sur la base navale américaine de Pearl Harbor dans ce qu'ils avaient baptisé l'Opération Z, qui était l'idée géniale de l'amiral brillant Isoroku Yamamoto. Les pilotes s'entraînaient à attaquer Pearl Harbor avec des torpilles aériennes, mais leur tendance à plonger trop profondément dans les eaux peu profondes du port posait problème après le lancement sur la base navale américaine. Les Japonais ont trouvé une solution astucieuse, des ailerons en bois qui forçaient la torpille à remonter immédiatement après avoir touché l'eau. Le 26 novembre 1941, la flotte japonaise a mis le cap sur Hawaï en respectant un strict silence radio. À l'époque, les États-Unis et Washington étaient encore en négociation, mais le gouvernement de Roosevelt avait alors commencé à exiger que le Japon se retire complètement de la Chine, une chose totalement impensable pour la direction japonaise. La flotte japonaise, constituée de 6 porte-avions et 359 avions, la plus puissante force aéronavale de son temps, a dû se retirer face à la marine américaine. Le 1er décembre, Yamamoto a été informé que la guerre avec les Hollandais, les Américains et les Britanniques avait été autorisée par la direction japonaise, mais s'il semblait que les deux parties étaient sur le point de parvenir à une solution amiable avant le 7 décembre, alors il était autorisé à retirer la flotte et à annuler l'attaque. Doté d'intelligence, Yamamoto, grâce aux informations de la marine américaine, a annulé l'attaque et retiré la flotte. Un espion japonais a pris les avions de Pearl Harbor en photo. Le 6 décembre, Yamamoto a finalisé ses préparatifs, et devant l'absence de solution pacifique, le lendemain, les avions ont décollé des porte-avions. L'attaque aérienne a été précédée par un groupe de sous-marins de poche japonais qui ont tenté de s'infiltrer dans le port, mais l'un d'eux a été attaqué et coulé par le destroyer, l'USS Ward, qui a tiré les premiers coups de feu américains du théâtre du Pacifique de la Seconde Guerre mondiale. Cela aurait dû alerter les Américains d'une attaque, mais l'information n'est pas parvenue à l'amirauté américaine à temps. Pendant ce temps, une station radar américaine a repéré la formation d'avions japonais. Mais on lui a dit que c'était un vol de B-17 arrivant du continent américain et donc aucune action n'a été entreprise. À Pearl Harbor, les marins se réveillaient et se préparaient pour un dimanche habituel, avec des orchestres navals jouant des chansons. Pendant ce temps, le ciel commençait à se remplir d'avions. Les Américains ont été complètement pris par surprise, et les orchestres jouaient toujours lorsque les premières bombes et torpilles ont frappé. Au cours de l'attaque, les Japonais ont endommagé ou coulé 8 cuirassés américains, 3 croiseurs, 3 destroyers, un navire d'entraînement anti-aérien et un poseur de mines. Plusieurs terrains d'aviation militaires américains proches ont été frappés lors de raids aériens. Les avions basés là-bas avaient été regroupés au sol, ce qui facilitait leur protection contre d'éventuels sabotages, mais tout cela a fait était d'augmenter les dégâts causés par les bombes lorsqu'elles tombaient parmi eux. En tout, les États-Unis ont perdu 2403 militaires au cours de l'attaque, tandis que plus de 1000 autres ont été gravement blessés. Les dégâts auraient pu être plus importants si Yamamoto n'avait pas décidé d'annuler une attaque de suivi parce qu'ils avaient perdu l'élément de surprise. Les Japonais ont perdu 29 avions et 5 sous-marins de poche qui ont tenté de participer à l'attaque. Au total, 64 hommes japonais ont été tués, alors qu'un officier de la marine japonaise, Kazuo Sakamaki, a été capturé vivant après que son sous-marin a été échoué, devenant ainsi le premier prisonnier de guerre japonais capturé par les Américains. Cependant, de manière cruciale et presque purement par hasard, les porte-avions de la marine américaine n'étaient pas présents dans le port et ont donc survécu indemnes. Le jour suivant, le président Roosevelt a sollicité du Congrès américain un vote pour la guerre contre le Japon. Le vote était presque unanime en faveur de la guerre, à l'exception d'une objection de la représentante Janet Rankin du Montana. Elle a dit au Congrès « En tant que femme, je ne peux pas aller à la guerre et je refuse d'envoyer quelqu'un d'autre. » Dans son discours, Roosevelt a décrit le 7 décembre comme une date qui resterait dans l'infamie. Moins de 4 jours après l'attaque de Pearl Harbor, Adolf Hitler, agissant de sa propre autorité et sans consulter son personnel, a ordonné à son gouvernement de déclarer la guerre aux États-Unis en soutien au Japon et, en réponse, la marine américaine, à ce qu'il considérait comme une violation de sa neutralité par les États-Unis en soutenant la Grande-Bretagne. Les États-Unis d'Amérique étaient désormais fermement impliqués dans la Seconde Guerre mondiale.
L'amiral Yamamoto a prédit qu'après l'ouverture des hostilités avec les États-Unis, le Japon aurait 6 mois pour vaincre de manière décisive les États-Unis dans le Pacifique, à un point tel que Washington devrait demander la paix. Peu de personnes au Japon croyaient vraiment qu'une invasion du continent américain était une possibilité, étant donné à quel point le Japon était déjà étiré dans sa guerre, qui visait principalement les territoires de l'Empire britannique et néerlandais, le Grand Prix étant l'Australie elle-même. La raison pour laquelle il a donné 6 mois était parce que c'est le temps qu'il prévoyait pour que le puissant complexe industriel américain se prépare pleinement à la guerre, après quoi le Japon ne pourrait espérer rivaliser. Les Japonais ont donc perdu peu de temps et ont commencé leur propre forme de blitzkrieg à l'Est. Dans les 24 heures suivant l'attaque de Pearl Harbor, les troupes japonaises avaient attaqué les forces britanniques en Malaisie britannique et à Hong Kong, ainsi que les forces américaines aux Philippines. Le 10 décembre, 2 croiseurs de bataille britanniques, le HMS Prince de Galles et le HMS Repulse, ont navigué pour attaquer les Japonais, mais ont été coulés par des avions japonais. Cette attaque a finalement convaincu les marines du monde entier que les avions remplaçaient désormais les navires de surface en tant qu'arme la plus puissante de la guerre navale. La bataille pour les Philippines a vu certains des soldats les plus expérimentés du Japon affronter un ensemble de défenseurs numériquement supérieurs, mais hétérogènes, allant des forces régulières américaines aux policiers et volontaires. Les Japonais les ont rapidement submergés, malgré une défense vaillante, mais des poches de résistance américaines acharnées ont continué dans la péninsule du Bhoutan jusqu'en mai de l'année suivante, moment où ces hommes étaient devenus célèbres sous le nom de Battling Bastards du Bhoutan. Finalement vaincus, les combattants américains et philippins se sont alors retrouvés face à l'horreur de la marche de la mort du Bhoutan, qui a vu près de 80 000 hommes épuisés et blessés marcher 70 miles en captivité. Si l'un d'entre eux devenait trop faible pour marcher, ils étaient bâillonnés par leurs ravisseurs et laissés pour morts. Hong Kong est tombé le jour de Noël 1941. Comme en Chine, la population a trouvé le à Broome en Australie occidentale, le 8 février 1942, les troupes japonaises ont lancé leur offensive contre Singapour britannique. Malgré une défense acharnée, la garnison a été contrainte de se rendre un peu plus d'1 semaine plus tard. Comme à Hong Kong, la population a été soumise à une brutalité choquante, y compris un incident qui a vu des médecins, des infirmières et des patients d'un hôpital être bâillonnés. 1 mois plus tard a commencé la campagne de Birmanie, avec pour objectif japonais de sécuriser le grand port de Rangoon et de fermer les voies d'approvisionnement terrestre vers les Chinois. Les Japonais ont été rejoints dans leur effort par des armées nationalistes indiennes et birmanes qui voulaient éliminer les Britanniques de leur pays. Une armée de Thaïlande a également soutenu les Japonais, mais c'est ici que leur avancée a finalement commencé à s'enliser. La jungle dense et le temps intense ont rendu les combats ici amers, douloureux et lents. Malgré leurs efforts, les Japonais n'ont pas percé la défense des Alliés. La campagne de Birmanie se poursuivrait jusqu'à la fin de la guerre, alors que les Alliés repoussaient lentement les Japonais. Le 18 avril, les États-Unis ont mené un raid audacieux contre les îles principales japonaises, lorsqu'une force de bombardiers B-25 Mitchell de l'armée de l'air américaine a été lancée depuis le porte-avions, l'USS Hornet. Les 16 bombardiers étaient dirigés par le lieutenant-colonel Jacques Jimmy Doolittle et se sont séparés pour attaquer des cibles à Tokyo, Yokohama, Yokosuka, Nagoya, Kobe et la côte ouest, et Osaka avant de continuer vers la Chine. Le raid n'a pas beaucoup abouti en termes d'importance stratégique. Mais à une époque où les Japonais semblaient invincibles dans le Pacifique, il a fait monter en flèche le moral des États-Unis en mer. La marine américaine mobilisait rapidement ses forces pour stopper l'avancée japonaise vers la côte ouest de l'Amérique, ce qui a abouti à un affrontement entre les navires américains et japonais lors de la bataille de la mer de Corail le 4 mai 1942. La bataille a vu les avions comme principal moyen de combat, et à ce titre, c'était la première bataille navale de l'histoire où les navires des 2 côtés ne se sont jamais vus. Les Américains ont subi des pertes significatives, y compris la perte d'un porte-avions vital, l'USS Lexington, mais ont réussi à arrêter momentanément l'avancée japonaise.
et peut-être plus significativement, a endommagé 2 porte-avions japonais qui ont été contraints de rentrer chez eux pour réparation. Le 3 juin, une petite force japonaise a envahi les îles Attu et Kiska, au large de la côte du Japon. La marine américaine, pour des réparations et pour entraver le transport allié vers l'Union soviétique et la Chine, a dû retourner sur la côte de l'Alaska en raison de l'éloignement des îles, des conditions météorologiques extrêmes et des événements dans le Pacifique Sud. Il faudrait plus d'1 an avant qu'une force américaine et canadienne numériquement supérieure ne puisse les éliminer en août 1943. L'absence de 2 porte-avions suite à la bataille de la mer de Corail fut significative quand, le 4 juin 1942, les forces navales américaines et japonaises se sont retrouvées sur la côte japonaise. La marine américaine a dû combattre de nouveau à la bataille de Midway. L'île de Midway était l'un des derniers objectifs avant que les Japonais ne puissent envahir Hawaï et, à ce titre, elle était vitale pour les 2 parties qui ont déployé l'essentiel de leurs forces porte-avions. Les Japonais avaient 4 porte-avions plutôt que les 6 qu'ils auraient dû avoir, n'eût été des dommages subis lors de la bataille précédente. Les Américains, en revanche, n'en avaient que 3, et les batailles aériennes qui ont suivi ont vu certains des combats aériens les plus intenses de l'histoire. Les Américains ont attaqué les Japonais avec des bombardiers torpilleurs, subissant l'essentiel de la défense japonaise. En altitude, les bombardiers américains ont presque surpris les porte-avions japonais, attaquant presque sans opposition. Les ponts en bois des porte-avions étaient recouverts de munitions et de carburant d'aviation. Donc, lorsque les bombes ont détonné, leur effet a été grandement augmenté. Les Japonais perdraient tous les 4 porte-avions dans la bataille, quelque chose dont ils ne se remettraient jamais. Alors que les Américains n'ont perdu qu'un seul porte-avions, l'United States Ship, United States of America. Les Japonais avaient finalement été arrêtés, et maintenant commençait la lente campagne de Sodil pour les repousser jusqu'au Japon, commençant en août par une offensive américaine contre l'île de Guadalcanal. Yamamoto avait raison. Après 6 mois de victoire, les Japonais ont perdu l'initiative et le vent a tourné contre eux. Il ne vivrait pas pour voir la défaite ultime du Japon, mais il a été tué lorsque son avion de transport personnel a été abattu par des chasseurs américains le 18 avril. Comme Rommel, sa mémoire est aussi respectée dans les pays alliés que dans son propre pays. L'entrée de l'Amérique dans la guerre contre l'Allemagne nazie a commencé sérieusement avec l'arrivée des premières troupes américaines en Grande-Bretagne à la fin de janvier. Pendant ce temps, les sous-marins allemands étaient désormais autorisés à étendre leurs opérations jusqu'à la côte américaine afin de frapper les convois dès leur départ du port. Les États-Unis ont échoué. Les commandants de sous-marins affrontent désormais les navires de guerre américains, britanniques et canadiens qui les traquent. Malgré cela, les sous-marins ont continué à infliger des pertes douloureuses aux Alliés. 1942 a commencé avec 2 événements significatifs dans le cours de l'histoire humaine. Le premier a eu lieu le 1er janvier lorsque 26 nations, à l'exclusion de toutes les puissances de lâche, ont signé la Charte des Nations Unies. L'ONU devait remplacer la Société des Nations qui avait échoué et avait un plus grand degré d'autorité pour intervenir sur la scène mondiale à l'avenir. Le second a eu lieu environ 3 semaines après, mais était beaucoup plus sombre. Le 20 janvier, des figures clés nazies se sont réunies lors de la conférence 1C, présidée par Reinhard Heydrich, pour discuter de la mise en œuvre de la solution finale contre les Juifs et autres indésirables dans les territoires contrôlés par les nazis. Cela a contribué à établir la politique d'éradication rapide de grand nombre de personnes, en utilisant du gaz. Heydrich serait tué avant que les ambitions brutales du Troisième Reich n'arrivent à pleine maturité, car il a été assassiné lors d'une attaque orchestrée par les Britanniques par des combattants tchèques pour la liberté 5 mois plus tard, quelques jours seulement avant le début des gazages à Auschwitz. Sur le front de l'Est, les Allemands et leurs alliés de lâche se préparaient à une nouvelle offensive estivale contre l'Union soviétique qui se remettait encore des revers qu'elle avait subis dans les batailles initiales. À Leningrad, l'armée allemande assiégeait la ville, dont la population refusait obstinément de se rendre. En mai, les Allemands ont lancé une offensive finalement réussie en Crimée en Ukraine, puis en juin, ils ont assiégé Sébastopol qui a résisté jusqu'au 3 juillet. Les Allemands ont ensuite pénétré dans une ville au bord de la Volga, dont le nom deviendrait synonyme de la nature brutale du front de l'Est, Stalingrad. Avec la ville portant le nom de leur leader, les Soviétiques se battraient bec et ongles pour empêcher la ville de tomber entre les mains allemandes, non seulement pour des raisons stratégiques, mais aussi pour des raisons symboliques. Entre la fin août 1942 et le début février 1943,
Les deux camps se sont battus, maison par maison, pour le contrôle de la ville maintenant en ruine. En novembre 1942, les Soviétiques ont attaqué les unités roumaines et hongroises soutenant la 6e armée allemande, combattant à l'intérieur de la ville, les piégeant là-bas et les coupant de leurs approvisionnements. Les tentatives pour approvisionner les Allemands par voie aérienne ont échoué, et en février, les Allemands avaient perdu la bataille au milieu d'un autre rude hiver russe. Près de 2 millions de soldats et de civils seraient perdus dans la bataille pour la ville. En Europe de l'Ouest, les forces britanniques et canadiennes prévoyaient de faire une incursion dans le port français de Dieppe, l'objectif principal étant de prouver qu'une attaque alliée sur la France occupée était possible. C'était également destiné à rassurer Staline que les alliés occidentaux restaient engagés à ouvrir un autre front pour soulager ses propres forces. Lancée le 19 août, l'incursion a été un quasi-désastre, près de 60% des forces ayant été tuées, capturées ou blessées. Cependant, bien qu'elle n'ait pas atteint ses objectifs immédiats, elle a enseigné aux Alliés des leçons précieuses sur de tels assauts amphibies de grande envergure qui seraient appliqués à l'avenir. Durant l'entre-deux-guerres, la technologie aéronautique a évolué. En particulier, les bombardiers sont devenus plus grands, plus rapides, pouvant voler plus haut et transporter plus de bombes à travers l'Europe. L'armée de l'air était capable de voler plus haut et de transporter une plus grande charge de bombes à travers la longueur du continent européen. Alors que la guerre éclatait, des bombardiers à 4 moteurs encore plus puissants, tels que le B-17 Flying Fortress américain et le Avro Lancaster britannique, étaient sur la planche à dessin. Mais le problème était qu'il n'y avait pas de moyen vraiment précis de larguer des bombes sur une cible depuis une altitude élevée. Le bombardement stratégique. Ces cibles se concentraient souvent autour de complexes industriels, tels que des usines ou des raffineries, mais incluaient également l'infrastructure pour les soutenir et les personnes qui y travaillaient. Leurs magasins, églises et maisons, tout ce qui a à voir avec la vie quotidienne. Enfin, le nombre de morts que de tels actes causeraient était considéré comme suffisant pour rendre les survivants fous de peur, entraînant une rupture de l'ordre social, et le pays, n'étant plus en mesure de fonctionner, serait contraint de se rendre. Cette doctrine était connue sous de nombreux termes, bombardement en tapis, déni de zone, bombardement stratégique, mais la vérité était qu'elle était autant une forme de terrorisme sanctionné par le gouvernement qu'un objectif stratégique. Hitler et la direction nazie croyaient particulièrement en de telles tactiques, reflétant leur vision des peuples inférieurs en dehors de l'Allemagne. Les nazis ont donné au monde un avant-goût de ce pouvoir pendant la guerre civile espagnole, puis à nouveau lors de l'invasion de la Pologne. Dans les deux cas, les Allemands ont finalement été victorieux, mais cela avait plus à voir avec les événements sur le terrain qu'avec l'armée allemande. Ce ne serait pas avant la bataille d'Angleterre que le concept d'une guerre entre l'Allemagne et l'armée allemande a été initié avec des bombardiers attaquant des villes britanniques comme Londres, Coventry, Liverpool, Cardiff et Belfast en Irlande du Nord. Connu sous le nom de Blitz, de septembre 1940 à mai 1941, les bombardiers allemands ont lancé une offensive massive contre les villes britanniques dans l'espoir que cela briserait la volonté de la Grande-Bretagne de poursuivre la guerre. Au début du Blitz, la crainte britannique était que les Allemands atteignent leurs objectifs, avec beaucoup de personnes commençant à les combattre. Fuyant les villes et submergeant les stations de métro qui servaient d'abri de fortune, quelque chose que le gouvernement a essayé d'éviter. Toutefois, alors que d'autres cités étaient assaillies, les habitants qui avaient fui ont commencé à revenir, sauf les enfants, évacués pour la guerre. L'effondrement redouté de l'ordre social n'a pas eu lieu. Et avec l'Allemagne préparant l'invasion de l'Union soviétique en 1941, la Luftwaffe a retiré une grande partie de sa force de bombardement pour soutenir les campagnes de l'Est et de l'Afrique à la place. Cependant, plus de 45 000 personnes ont péri dans le Blitz, et plutôt que d'obtenir la victoire pour les Allemands, cela a plutôt renforcé la détermination britannique, qui appelait maintenant à la vengeance pour ceux qui ont été perdus. Pour de nombreux observateurs, l'échec du Blitz a démontré les insuffisances de la tentative de terroriser les populations par des bombardements pour les soumettre. Certains ingénieurs en Grande-Bretagne, comme le talentueux Barnes Wallace, croyaient avoir une solution au problème de précision, avec une proposition de créer des bombes très lourdes portées par les Britanniques. À cette fin, le gouvernement britannique a essayé de super bombardiers lourds. Ces bombes lourdes ne s'écartèrent pas de leur point de visée comme le faisaient les bombes plus légères,
rendant souvent plus facile de prédire où elles atterriraient et augmentant ainsi la précision. Plus tard dans la guerre, les propositions de Wallace se révéleraient largement correctes, les bombardiers britanniques étant capables de frapper des cibles telles que des viaducs étroits et des navires en altitude en utilisant des bombes Grand Chelem de 22 000 livres largues par des Lancasters modifiés. Wallace et ses partisans voulaient construire une flotte de ces superbombardiers lourds pour cibler les usines et les chantiers navals allemands, privant ainsi les Allemands de la capacité de construire les outils de guerre. Il a rencontré l'hostilité de certains dirigeants de la RAF qui voient encore la valeur du bombardement de zone. Un homme en particulier croyait en sa capacité, à savoir le maréchal de l'air, Sir Arthur Harris, qui a pris le commandement du commandement des bombardiers de la RAF en 1941. Avec le soutien de Churchill, Harris a sollicité la RAF pour bombarder les cibles clés allemandes, dans un effort pour mettre l'Allemagne à genoux, avec des opérations commençant en 1942, maintenant soutenues par les forces aériennes de l'armée américaine. L'Union soviétique a également attaqué des villes allemandes, dont Berlin avec des bombardiers de manière intermittente, mais cela n'était pas en conjonction avec les alliés occidentaux et était souvent en représailles ou à des fins de propagande. Harris a utilisé le Blitz comme justification pour sa campagne. Comme il l'a dit, les nazis sont entrés dans cette guerre sous l'illusion plutôt enfantine qu'ils allaient bombarder tout le monde et que personne ne les bombarderait. Ils ont semé le vent et maintenant ils vont récolter la tempête. Harris a tiré les mauvaises leçons du Blitz. Premièrement, il croyait qu'une population vivant sous un régime totalitaire, comme l'Allemagne nazie, céderait sous une campagne de bombardement soutenue, puisque le désir de liberté deviendrait plus fort à mesure que le ressentiment envers les nazis augmenterait. Deuxièmement, il croyait que la Luftwaffe allemande manquait de la force de bombardement nécessaire pour qu'une telle campagne soit couronnée de succès, puisqu'elle était principalement organisée en soutien à l'armée allemande, plutôt qu'en opération stratégique, comme l'était de plus en plus la RAF. Harris et ses partisans ont été initialement déçus par les premiers résultats de leur campagne de bombardement, citant des problèmes continus de navigation, ce qui était particulièrement un problème pour la RAF, qui effectuait ses opérations de nuit pour les protéger des forces de chasseurs de jour de l'Allemagne. Cela serait résolu avec le temps, avec l'utilisation de balises de navigation et plus tard de radars à bord des avions. Les équipages aériens américains, qui pilotaient des bombardiers mieux protégés que leurs homologues de la RAF, volaient en plein jour, ce qui améliorait considérablement la précision de la navigation, mais atteindre une cible restait difficile et les bombardiers étaient harcelés par les chasseurs ennemis presque tout le long du trajet aller-retour, entraînant de lourdes pertes. Les pertes étaient si lourdes au début qu'à un moment donné, les États-Unis ont envisagé d'abandonner les opérations de jour et de rejoindre la RAF la nuit, avec une poignée de membres de la RAF. Harris pensait que la solution était simplement d'augmenter le nombre d'avions dans les airs pour augmenter les dévastations causées en dessous et la protection coopérative pour les avions. Cela a conduit à l'opération Millennium, un plan audacieux qui prévoyait plus de 1000 bombardiers de la RAF, pratiquement tous les avions disponibles du commandement des bombardiers, y compris les avions d'entraînement, pour prendre d'assaut une seule ville, à savoir Cologne. Le 12 mai, la Force aérienne des États-Unis a révélé que la RAF pourrait réaliser des vols nocturnes. Le 30 mai 1942, la ville a subi l'attaque aérienne la plus intense de l'histoire. Au cours des 2 années et demie suivantes, les bombardiers alliés ont détruit les villes allemandes, dans la croyance que cela vaincrait l'Allemagne, mais comme cela avait été prouvé lors du Blitz contre Londres, cela n'a fait que renforcer la détermination du peuple allemand et a monopolisé une grande partie des ressources des Alliés. Cela a néanmoins détruit une grande partie de l'industrie allemande, les obligeant à déplacer des usines. Cela a néanmoins détruit une large part des usines allemandes, montagnardes ou rurales. Mais il n'a pas réussi à arrêter complètement la production de guerre allemande, ni à provoquer un soulèvement anti-nazi, mais il a fait des centaines de milliers de victimes civiles, amenant certains historiens à qualifier maintenant la campagne de bombardement allié de crime de guerre. Le Japon n'a pas non plus été épargné par une telle destruction venue d'en haut, qui n'a fait que s'intensifier à mesure que la guerre progressait, et les îles principales japonaises étaient de plus en plus à portée des bombardiers alliés, comme le Boeing Beving 9 Superfortress, source d'inspiration pour la guerre. Les villes japonaises étaient encore largement faites de bois, et donc les bombardiers américains ont largué des milliers de tonnes d'engins incendiaires sur elles, ce qui a déclenché d'immenses tempêtes de feu qui ont balayé les villes bien après la fin de l'attaque. Le 9 mars 1945, Tokyo
a été soumise à un raid massif de 334 B-29 larguant des armes incendiaires, dont les feux ont tué plus de 100 000 personnes. Les équipages de bombardiers alliés étaient considérés comme des héros, car, pendant un certain temps, ils étaient la seule force à mener la guerre directement à l'Allemagne nazie et au Japon. Toutefois, alors que la guerre touchait à sa fin et que les images des destructions causées par les bombardements alliés étaient diffusées globalement, l'opinion publique en Grande-Bretagne et aux États-Unis a commencé à se retourner contre les équipages de bombardiers. La décision d'Hitler d'envahir l'Union soviétique puis de déclarer la guerre aux États-Unis a été prise alors que l'Afrika Korps de Rommel combattait encore la 8e armée britannique en Afrique, une force qui serait à jamais connue sous le nom de Rats du désert. Les forces britanniques et du Commonwealth avaient commencé à recevoir un grand nombre de chars américains plus avancés, tels que le M3 Grant et le M4 Sherman, ce qui a grandement aidé à rétablir l'équilibre avec les forces de chars allemandes. Avec les États-Unis désormais pleinement engagés contre l'Allemagne nazie, Rommel savait que le temps n'était plus un luxe qu'il pouvait se permettre. Il devait remporter la victoire contre les Britanniques et sécuriser l'Afrique du Nord rapidement avant que les forces américaines ne puissent débarquer leurs troupes. Tout ce temps, il était confronté à un problème incessant d'approvisionnement, alors qu'Hitler concentrait son attention sur l'Union soviétique. Rommel a commencé 1942 avec une nouvelle offensive et a lentement commencé à repousser les Britanniques à travers l'Égypte. Son génie en tant que leader était souligné par sa capacité à accomplir beaucoup avec très peu, mais une pénurie de carburant était constamment un casse-tête pour lui et ralentissait à plusieurs reprises son avancée vers l'Est. Le 13 août, les Rats du désert ont reçu un nouveau commandant. Son nom était le maréchal de camp Bernard Montgomery, et comme Rommel, il avait une personnalité à la hauteur de son habileté tactique. Connu affectueusement sous le nom de Monté par ses hommes et le public, il portait un béret unique à 2 insignes, se déplaçait dans un char Mach-3 spécialement modifié et gardait une photo de Rommel dans son bureau pour lui rappeler son ennemi chaque fois qu'il faisait ses plans. Une tradition maintenue par les unités de chars américaines et britanniques jusqu'à ce jour. Le 31 août 1942, les forces britanniques étaient encerclées autour d'El Alamein, où Rommel a fait ce qu'il croyait être sa dernière poussée vers le Nil. Cependant, les défenses britanniques bien préparées ont vu l'attaque échouer, et donc Rommel a tenté de les contourner par le sud, ce qui a seulement vu sa force manquer de carburant et reculer. Enfin, le 23 août, Monté a lancé sa grande contre-offensive depuis El Alamein. Elle a commencé par un incroyable barrage de 900 canons d'artillerie qui a saturé les Allemands pendant des jours avant que les chars de Monté n'avancent. Après une série de batailles acharnées, et avec l'aide d'une RAF revigorée soutenue par de nouveaux avions américains dominant le ciel au-dessus du désert, Rommel a commencé sa longue retraite avec Monté à ses trousses. Alors que Monté poursuivait Rommel jusqu'en Libye, de pires nouvelles pour le général allemand devaient arriver le 8 novembre 1942, lorsque une énorme force de troupes américaines et britanniques a débarqué au Maroc et en Algérie à l'ouest de la Libye, baptisée Opération Torch. Les débarquements ont été la première grande opération conjointe américano-britannique et étaient sous le commandement du général américain Dwight D. Eisenhower. Ainsi, plus Rommel se retirait à l'ouest de l'armée de Monté, plus il se rapprochait de celle d'Eisenhower, qui avançait également vers lui. Au cours de l'année à venir, Rommel continuerait à mener une bataille de plus en plus désespérée, devant faire face à d'immenses forces alliées sur 2 fronts, tout en souffrant de pénuries chroniques de ravitaillement et devant composer avec Hitler, qui se désintéressait de plus en plus de l'Afrique. Même lorsque Hitler libérait des approvisionnements pour Rommel, ils étaient de plus en plus interceptés par les forces navales américaines et britanniques qui pullulaient en Méditerranée. En avril 1943, il était clair que la campagne en Afrique était perdue. Ne voulant pas perdre l'un des généraux les plus estimés du Troisième Reich, Hitler ordonna à Rommel de retourner en Allemagne. Alors que le corps d'Afrique s'effondrait finalement en mai 1943, la défaite en Afrique du Nord a laissé le sud de l'Europe occupé par les nazis et leur allié l'Italie exposée aux bombardiers et aux navires alliés, tout en leur refusant de plus en plus l'utilisation de la Méditerranée. Rommel lui-même se suicidera plus tard, après avoir été impliqué dans un complot visant à tuer Hitler. Il y avait maintenant un débat parmi les alliés sur la marche à suivre. L'Union soviétique exigeait que les alliés occidentaux ouvrent un second front en Europe depuis l'entrée en guerre de l'Amérique.
Les Américains étaient d'accord et voulaient de frapper la France dès que possible. Mais Churchill, en revanche, pensait que l'Italie serait le meilleur endroit pour ouvrir un nouveau front en Europe. Le dictateur fasciste Benito Mussolini perdait de plus en plus son emprise sur le pouvoir, et Churchill pensait que scission du corps d'un homme mort habillé en uniforme d'officier des Marines royales qui a été relâché par un sous-marin près de l'Espagne avec des plans pour une invasion alliée de la Grèce sur sa personne. Les Allemands ont récupéré le corps et ont cru que les plans étaient authentiques, et ont donc concentré leurs efforts de défense sur la Grèce et non sur la Sicile. En moins d'un mois, toute l'île était sous le contrôle des Alliés, ce qui lui a permis de servir de tremplin pour l'invasion alliée de l'Italie continentale, qui a commencé le 3 septembre. Les forces alliées ont débarqué à Tarenne-Calabre et Salerne, mais ont fini par se replier sur l'Italie en fin de guerre. Face à l'offensive alliée, les Alliés ont dû se replier au Tessin en une semaine. Churchill a indiqué que l'Italie vacillait, ce qui a conduit à l'éviction de Mussolini lors d'un coup d'État le 24 juillet 1943. Le nouveau gouvernement italien a commencé à négocier secrètement un armistice avec les Alliés, avant même que les troupes alliées n'aient débarqué en Italie. Annoncé le 8 septembre, des débarquements supplémentaires des Alliés ont eu lieu sans résistance. Cependant, les Allemands, ayant compris la situation, ont pris des positions défensives clés et ont décidé de contrôler l'île. L'Italie a dû se retirer au Tessin le 24 juillet 1943 face à une armée potentiellement hostile. Cela a conduit à des combats ouverts entre les anciens alliés. Et le 9 septembre, le cuirassé italien Rome a été coulé par des avions allemands dans ce qui fut la première attaque de l'histoire réalisée à l'aide de missiles anti-navires lancés depuis les airs. Sur l'île grecque de Céphalonie, les forces italiennes ont combattu les troupes allemandes pendant plus d'une semaine et demie avant d'être vaincues, et des milliers de prisonniers italiens ont ensuite été massacrés par les Allemands. Le 12 septembre 1943, Mussolini a été sauvé de prison lors d'un raid audacieux par les forces spéciales allemandes et a été emmené par avion dans le nord de l'Italie qui était sous contrôle allemand. L'Italie était maintenant dans un état de guerre civile de facto, avec le sud pro-allié combattant le nord pro-nazi, qui avait été rebaptisé la République sociale italienne. Tout espoir de balayer l'Italie d'ici Noël 1943 a été anéanti alors que les Allemands et leurs alliés italiens restants ont organisé une défense acharnée le long de la ligne d'hiver, une série de 3 lignes défensives centrées autour de la protection du monastère stratégiquement important de Monte Cassino. Les Alliés se sont battus pour Monte Cassino pendant plus de 4 mois avant de continuer à avancer vers le nord, jusqu'à fin 1943. Mais c'était un processus lent et douloureux. Alors que les Alliés occidentaux s'enlisaient en Italie, les Soviétiques poursuivaient leur combat pour repousser les Allemands, qui avançaient toujours à travers l'Union soviétique. Le 5 juillet 1943, les Allemands ont lancé l'opération Citadelle, déclenchant la bataille de Koursk. Cette bataille a vu une utilisation si immense de forces blindées des deux côtés qu'elle reste la plus grande bataille de chars de l'histoire. Ayant réalisé que la bataille aurait lieu au saillant de Koursk, les Soviétiques ont eu amplement le temps de préparer leur défense, et pour la première fois dans la guerre, une avancée stratégique allemande a échoué. Les forces soviétiques, revigorées et réorganisées, avaient à présent tiré les leçons de leurs premières erreurs et prenaient l'initiative contre les envahisseurs allemands. Ayant perdu leur élan sur le front de l'Est et avec les troupes alliées qui avançaient en Italie, l'étau se resserrait autour de l'Allemagne nazie. Dans le Pacifique, la situation pour le Japon n'était pas meilleure alors qu'ils continuaient leur propre retraite vers leurs îles natales, qui étaient désormais l'objet de raids aériens par les nouveaux bombardiers stratégiques B-29 Super Fortress volant depuis l'Inde et la Chine. En janvier 1944, les forces soviétiques ont finalement levé le siège de Leningrad. La ville avait résisté pendant près de 2 ans et 5 mois et avait même continué à produire des chars en quantité limitée, mais au prix d'une estimation de demi-million de morts. L'immense armée soviétique a alors commencé à avancer à toute vapeur vers l'ouest, repoussant les Allemands et leurs alliés de lâches. Le 26 mars, les troupes soviétiques ont poursuivi les Allemands en Roumanie et plus d'1 mois plus tard, ont repris la Crimée. La lutte pour le territoire allemand autour du monastère de Monte Cassino a débuté en Italie. Entre janvier et mai, les Alliés ont lancé 4 grandes offensives contre les Allemands, qui étaient clés pour leur ligne défensive, protégeant le nord de l'Italie pro-H, mais la résistance acharnée des Allemands les a repoussés jusqu'à ce que finalement, le 18 mai 1944, les Alliés aient percé.
À travers une ligne de 20 miles, la victoire a coûté aux Alliés 55 000 hommes et a été accueillie avec beaucoup de critiques lorsque l'ancien monastère lui-même a été bombardé par les avions de guerre alliés. En même temps, les Alliés se battèrent à Monte Cassino. Une autre force alliée a débarqué à Anzio dans une tentative de déborder les principales lignes de défense allemandes. Sous la direction du major général américain Jean Lucas, malgré le débarquement et la création d'une tête de pont, les Alliés se sont retrouvés piégés dans une clôture de fils barbelés. Les Alliés ont dû se replier jusqu'en mai, lorsque Lucas a été démis de ses fonctions. Avec la victoire à Cassino et la percée d'Anzio, les Alliés ont poussé vers Rome les premières unités de l'armée américaine, arrivant dans la ville le 4 juin. En Extrême-Orient, les Japonais ont lancé une offensive majeure pour repousser les forces de l'Empire britannique hors de Birmanie et en Inde. Malgré quelques gains initiaux et le caractère typiquement brutal de la guerre dans la jungle, les Japonais ont été arrêtés puis repoussés. Cela montrerait l'incapacité des Alliés à gagner la guerre et la dernière grande offensive des Japonais. Dans le Pacifique, les campagnes d'île en île se poursuivaient, de nombreuses garnisons japonaises étant désormais privées de ravitaillement grâce à un blocus sous-marin de plus en plus efficace de la marine américaine autour des îles japonaises. Néanmoins, les Japonais fanatiques ont fait payer les Alliés pour chaque pouce de terrain. Staline appelait à l'ouverture d'un front occidental en Europe depuis que les Américains ont rejoint la guerre afin de soulager la pression sur les Alliés. Les Alliés ont dû quitter le pays et rejoindre les forces soviétiques. Le dictateur paranoïaque pensait que l'Occident retardait intentionnellement l'ouverture d'un front pour affaiblir les forces soviétiques. En 1944, les Alliés occidentaux se préparaient enfin à prendre d'assaut la forteresse Europe, ce qui obligerait les Allemands désormais en infériorité numérique et leurs partisans de lâches à engager des ressources sur 3 fronts. Tout comme Hitler, lorsqu'il prévoyait d'envahir la Grande-Bretagne, les Alliés savaient que toute traversée de la Manche serait un échec. Les Alliés ont dû quitter le pays durant l'été, car la période ultérieure était trop risquée. La Grande-Bretagne est donc devenue la plus grande escale de l'histoire. Dans la première moitié de 1944, il semblait que chaque parcelle de terrain disponible était transformée en aérodrome pour les avions ou en parking pour les chars et les camions, sachant que les avions allemands effectuaient toujours des reconnaissances au-dessus du Royaume-Uni. Les Alliés ont imaginé des moyens ingénieux de tromper le renseignement allemand, tels que des chars gonflables, des avions en bois qui semblaient assez réels sur les photos de reconnaissance prises en haute altitude. Pendant les préparations, les Alliés ont organisé une répétition générale pour résoudre les problèmes potentiels de planification et d'équipement. Baptisée Opération Tigre. L'exercice prévoyait une invasion de la côte du Devonshire le 27 avril 1944. L'exercice a été une catastrophe. D'abord, une approche désorganisée a conduit à ce que certaines troupes atteignent les plages pendant que les tirs d'artillerie navale se poursuivaient. Sur le sable, imitant le feu de suppression attendu le jour J. Les fréquences radio entre les navires américains et britanniques n'étaient pas communes, causant confusion et problèmes de communication. Enfin, pendant la nuit, l'exercice a été interrompu par une attaque de vedettes rapides allemandes, ce qui a entraîné la mort de centaines de personnes. L'échec de l'exercice était tel que le jour J a failli être annulé, car plusieurs officiers de haut rang ayant connaissance de l'invasion de la Normandie figuraient parmi les disparus après l'attaque. L'exercice a aussi surpris de peur qu'ils aient été capturés. Finalement, en juin 1944, les Alliés étaient prêts à lancer une invasion. Baptisée Opération Overlord, elle était sous le commandement du commandant suprême, allié le général Dwight D. Eisenhower, et il a été décidé de débarquer les troupes en Normandie plutôt qu'à Calais, choix plus évident, car le trajet entre le Royaume-Uni et la France y est plus court. La RAF et l'USAAF avaient repassé des mois à affaiblir les défenses le long du soi-disant mur de l'Atlantique allemand, tandis que la résistance française recueillait des renseignements sur les forces allemandes dans la région, ainsi qu'à saboter les liaisons de transport. Le 6 juin, le jour J a commencé par une immense invasion aéroportée de la Normandie par les parachutistes alliés. Ils ont été parachutés derrière les lignes dans le but de déborder les principaux défenseurs allemands le long de la côte. Aux premières heures de la matinée, la principale force amphibie a débarqué sur 5 plages, chacune ayant reçu son propre nom de code. Les plages américaines étaient Utah et Omaha. Les plages britanniques étaient Or et Épée. La plage canadienne était Juneau. Malgré des combats intenses et de lourdes pertes, les Alliés avaient sécurisé la tête de pont et ouvert le front de l'Ouest. Les expériences précédentes avaient bien appris aux Alliés comment mener au mieux les opérations amphibies,
culminant dans celle-ci l'invasion de l'Europe occupée par les nazis. Sur 3 fronts entiers, les Alliés repoussaient maintenant les Allemands vers la patrie. Malgré l'avantage numérique dont jouissaient les Alliés, les Allemands ont toujours pu démontrer leur technologie extraordinaire. Prouesse. Une semaine après le jour J, les premières bombes volantes vannes ont commencé à tomber sur Londres. Bien qu'elles manquaient de précision pour influencer grandement l'issue de la guerre, elles ont terrorisé le sud-est de l'Angleterre et distrait les Alliés en les obligeant à se concentrer sur le bombardement de leur site de lancement. Cela serait renforcé plus tard avec l'introduction du V2, qui est devenu le modèle des missiles balistiques intercontinentaux d'aujourd'hui. L'Allemagne avait également introduit le premier chasseur à réaction opérationnelle, le Me-262. Ces armes miraculeuses avaient cependant un avantage inattendu pour les Alliés. Hitler avait une telle foi dans les missiles, les chasseurs à réaction et les super-tanks de l'Allemagne qu'il a détourné des ressources indispensables pour leur développement, plutôt que d'allouer ces ressources à des armes plus conventionnelles mais éprouvées. L'immaturité technologique les empêchait d'agir. Les Alliés ont réussi à obtenir les résultats que Hitler désirait, ce qui a entravé l'effort de guerre allemand en monopolisant des ressources de plus en plus limitées. Sachant cela, un complot secret pour tuer Hitler avec une bombe a été conçu par certains de ses généraux, mais le complot a échoué et les conspirateurs ont été exécutés. En juillet, les Russes ont atteint la Pologne, tandis qu'en août, les Alliés occidentaux avaient libéré Paris. Les Allemands étaient maintenant en pleine retraite, alors que les Alliés avançaient prudemment mais régulièrement vers l'Est, mais le maréchal Montgomery a conçu un plan audacieux pour accélérer la défaite de l'Allemagne, impliquant l'utilisation de parachutistes pour capturer une série de ponts sur le Rhin en Hollande et en Allemagne. Les forces terrestres se précipiteraient alors vers les ponts pour les sécuriser et permettre aux troupes alliées de se déverser en Allemagne même. C'était un plan risqué, amenant un général britannique à dire célèbrement « Je pense que nous allons peut-être un pont trop loin ». Monté à persuader Eisenhower, mais n'a pas réussi. Malgré son incapacité, l'opération a débuté le 17 septembre. Surnommée Marché Jardin, l'opération était truffée de problèmes. La résistance était bien plus élevée que prévu, et tous les ponts n'ont pas été capturés. Les forces allemandes ont encerclé les parachutistes, et plus d'une semaine plus tard, les éléments alliés restants ont dû soit se frayer un chemin jusqu'aux lignes alliées, soit se rendre. Après Marché Jardin, les Alliés ont repris leur progression lente mais régulière à travers l'Europe de l'Ouest, mais les Allemands n'avaient pas encore dit leur dernier mot. Alors que l'année touchait à sa fin, les Allemands ont lancé un dernier effort pour briser les lignes alliées en Europe, avec une offensive stupéfiante à travers la forêt des Ardennes en décembre. Aujourd'hui rappelée comme la bataille des Ardennes, elle visait à couper les armées alliées en deux et dépendait fortement de la capture des stocks de carburant alliés pour alimenter les 1200 chars allemands impliqués dans l'attaque. L'offensive a complètement pris les Alliés par surprise, qui se sont retrouvés sans l'aide du soutien aérien en raison du mauvais temps. Cependant, en janvier 1945, le temps s'est amélioré, permettant aux Alliés de lancer de puissantes frappes aériennes, ce qui a amené les Allemands à commencer à se replier vers leur principale ligne de défense. Bien que victorieuse pour l'armée américaine, ce fut la bataille la plus sanglante de la guerre en Europe. Le 25 octobre, lors de la bataille du golfe de Leyte dans le Pacifique, les Alliés se sont repliés vers leur ligne de défense principale, faisant face à une nouvelle menace japonaise, le kamikaze. Il s'agissait d'avions délibérément pilotés dans des navires, les transformant essentiellement en missiles habités, et certains amiraux japonais croyaient qu'ils étaient désormais le seul moyen de renverser la situation contre les marines alliées. Incroyablement, une telle croyance dans la justesse de ces actes suicidaires était telle qu'il n'y avait pas de pénurie de volontaires. Plus tard, la doctrine kamikaze inclurait l'attaque des bombardiers alliés et même l'utilisation de fusées spécialement développées. Après la bataille des Ardennes, il était clair pour la plupart des gens que l'Allemagne nazie était pratiquement finie, et tout ce qui restait à faire était de nettoyer les derniers vestiges de résistance. En mars 1945, les troupes alliées ont commencé à traverser le Rhin, et peu de temps après, une bombe volante V1 est devenue la dernière bombe à tomber sur le sol britannique pendant la guerre. Pour l'Allemagne, cependant, les raids aériens n'ont fait que s'intensifier, avec Dresde touché par plus de 1300 bombardiers américains et britanniques sur une période de 2 jours en avril. Au cours de ce même mois d'avril, la dernière résistance allemande dans la Ruhr a été réprimée.
conduisant à un nombre stupéfiant de 370 000 soldats allemands faits prisonniers. Sur le front de l'Est, les troupes russes ont balayé la Pologne et sont entrées en Allemagne de l'Est et en Autriche, prenant Vienne le 13 avril. Pendant leur avancée, des milliers d'Allemands en Pologne se sont retrouvés piégés et ont tenté de fuir par la mer à bord du paquebot Wilhelm Gustloff. Le navire a été torpillé par un sous-marin soviétique, tuant près de 10 000 soldats et civils allemands, ce qui en fait la pire catastrophe maritime de l'histoire. Alors que l'Italie était de plus en plus sous le contrôle des Alliés, l'ancien dictateur fasciste italien, Benito Mussolini et sa maîtresse, ont été tués par des combattants communistes dans le nord de l'Italie le 28 avril, date à laquelle Hitler et sa propre maîtresse, Eva Braun, s'étaient repliés dans son propre bunker à Berlin où il prévoyait de rester jusqu'à la fin. Une fois là-bas, il s'est replié dans son propre esprit, dans un monde où les armes merveilleuses auxquelles il croyait tant avaient sauvé son Reich. Les Soviétiques avaient atteint la périphérie de Berlin le 16 avril 1945, marquant ainsi le début du dernier chapitre de l'histoire de l'Allemagne nazie. Durant plus de 2 semaines, l'armée soviétique a bombardé et traversé les ruines de Berlin dans des scènes intéressantes, bien que pas trop décevantes, similaires à celles de Stalingrad presque 3 ans auparavant. Chaque citoyen disponible a été pressé dans la défense de la ville, avec des garçons aussi jeunes que 12 ans, recevant des uniformes de soldats allemands, morts, pour qu'ils puissent continuer le combat. Une unité inhabituelle défendant la ville était composée d'un groupe d'hommes de la Waffen-SS avec une insigne de lion. Des prisonniers de guerre britanniques volontaires pour changer de camp après confirmation de leur pureté génétique. La guerre a entravé la bataille de l'armée soviétique pour la ville. La bataille soviétique pour la ville a été entravée par l'indiscipline des soldats, engagés dans l'alcool, le pillage, le meurtre et le viol. Dans le bunker de Hitler, la peur et la folie régnaient sur les derniers dirigeants allemands. Finalement, Hitler lui-même ne pouvait plus supporter et le 30 avril 1945, il s'est donné la mort. Il avait laissé des instructions à ses gardes pour incinérer son corps, car il avait vu comment le corps de Mussolini avait été traité et ne voulait pas la même chose. Avec leur fureur mort, Berlin s'est rendu le 2 mai, mais le viol de masse et le pillage de la population ont continué, avec des filles aussi jeunes que 8 ans violées en groupe par les forces soviétiques. Il n'était pas rare que des officiers soviétiques parcourent la ville en voiture, chassant les malheureuses femmes qui étaient forcées de quitter leurs maisons détruites pour chercher de la nourriture. Avec leur capitale anéantie, leurs leaders décédés et le pays en ruine, les forces militaires allemandes restantes ont couru vers les Alliés pour se rendre. Le 8 mai, la dernière de l'armée allemande s'est rendue et le jour de la victoire en Europe a été déclaré. Toutefois, dans le Pacifique, le combat s'est intensifié et est devenu plus sanglant face à la désespération croissante des Japonais. En février, la bataille d'Iwo Jima a commencé par un intense bombardement naval de 3 jours des positions japonaises. Dans la bataille qui s'ensuit, les Américains perdraient près de 7 000 hommes, tandis que les Japonais perdraient 90% des plus de 20 000 hommes stationnés sur les îles. Le 1er avril 1945, les Américains ont lancé une opération pour libérer les îles Ryukyu, centrées sur Okinawa. C'était censé être la dernière des campagnes d'île en île avant que les Alliés n'atteignent le Japon lui-même. Au cours de 3 mois de combat, les Américains perdraient encore 20 000 hommes, alors que les Japonais se battaient jusqu'à la mer fin, leurs commandants se suicidant même plutôt que de se rendre. De nombreux planificateurs militaires ont examiné ces chiffres et ont commencé à réaliser qu'une invasion des îles natales japonaises allait être extrêmement coûteuse en termes de vie, et les combats continueraient probablement pendant au moins 2 années supplémentaires. Il fallait faire quelque chose pour mettre fin rapidement à la guerre. Plusieurs années avant la guerre, un certain nombre de théories avaient été avancées sur la manière d'exploiter l'énergie de l'atome comme source d'énergie et comme arme. Winston Churchill s'intéressait particulièrement à ce type de recherche et a même publié des articles sur son application militaire. Des travaux préliminaires avaient commencé en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Allemagne et au Japon, mais lorsque la guerre a commencé, la Grande-Bretagne a abandonné ses efforts de recherche pour se concentrer sur la défense du pays. Cependant, après Pearl Harbor, les Américains ont commencé leur propre projet avant de collaborer avec des chercheurs britanniques et canadiens pour développer ce qui a rapidement été surnommé la bombe atomique, l'arme la plus puissante de l'histoire. Sous le projet Manhattan, les scientifiques ont œuvré de 1942 à 1945, développant la première bombe atomique du monde.
Au champ de tir d'Alamogordo au Nouveau-Mexique, le 16 juillet 1945, le premier essai réussi de bombe atomique a été réalisé, confirmant ainsi que les Alliés disposaient désormais d'une arme d'une puissance inimaginable. Après avoir confirmé que l'arme pouvait être transportée vers une cible au Japon par un bombardier B-29 Superfortress, le président Truman, qui avait remplacé Roosevelt après sa mort le 12 avril, a autorisé son utilisation contre la ville japonaise d'Hiroshima. Le 6 août 1945, la ville a été décimée par une bombe atomique larguée par le B-29 Superfortress Enola Gay. La bombe, nom de code. Petit Garçon avait une puissance explosive équivalente à 15 000 tonnes de TNT et a tué plus de 100 000 personnes. Truman a exigé une reddition japonaise immédiate ou a promis qu'il y aurait d'autres attaques à la bombe atomique dans ce qu'il a décrit comme un règne de ruines. Sans reddition à venir, Truman a ordonné une autre attaque, cette fois sur la ville de Kokura, mais elle était obscurcie par des nuages et un écran de fumée, donc l'équipage du B-29 Boxcar s'est dirigé vers leur cible secondaire, Nagasaki. À 11h02, la bombe a explosé avec une puissance de 21 000 tonnes de TNT, tuant plus de 80 000 personnes supplémentaires. Le 15 août, l'empereur japonais a annoncé que le pays allait se rendre aux Alliés avec la signature formelle de la reddition, qui a eu lieu le 2 septembre, maintenant commémoré comme le jour de la victoire sur le Japon, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est impossible de connaître le nombre précis de morts durant la Seconde Guerre mondiale. La plupart des estimations évaluent le bilan à un stupéfiant 60 millions de personnes, soit 3% de la population mondiale, en 1940. Après la guerre, l'ampleur des crimes de guerre nazis et japonais est devenue publique, conduisant à une série de massacres, de procès pour ces crimes. Cependant, tous les responsables n'ont pas été traduits en justice. Joseph Mengele, un médecin nazi tyrannique qui a effectué des expériences sur des jumeaux dans les camps de concentration, s'est échappé en Amérique du Sud où il est mort en 1979. À l'Est, le docteur japonais Shiro Ishii a échangé les recherches que l'unité 731 avait menées contre des pardons avec le gouvernement américain, qui craignait qu'elle ne tombe entre les mains des Soviétiques. Aucune autre guerre dans l'histoire n'a autant changé, non seulement le monde politique, mais aussi le monde quotidien. Les technologies développées pendant la guerre, telles que les moteurs à réaction, la fuséologie et les équipements de communication plus récents, ont tous été intégrés dans notre vie quotidienne. Les fusées V2 tirées sur Londres par l'Allemagne ont ouvert la voie aux premières fusées spatiales, qui ont lancé des satellites dans l'espace, nous permettant non seulement de communiquer plus efficacement à travers le globe, mais aussi de garder un œil plus attentif sur notre planète. L'avancée de la technologie aéronautique, notamment le moteur à réaction, a démocratisé le voyage mondial, pas uniquement pour quelques privilégiés. Mais la fin de la Seconde Guerre mondiale n'a pas apporté la paix en notre temps. Les Alliés victorieux se sont rapidement retournés les uns contre les autres, croyant que la prochaine guerre verrait Washington et Londres affronter Moscou. L'Allemagne a été divisée entre l'Est et l'Ouest, et c'est devenu le cadre de la guerre froide, une période de l'histoire où l'héritage de la Seconde Guerre mondiale a réellement menacé d'annihiler l'humanité une fois pour toutes.